Quel est le point commun entre Jul et Kylian Mbappé? À première vue, pas grand chose. L'un remplit le stade Vélodrome avec un micro, l'autre avec un ballon. L'un fait danser la France entière, l'autre la fait hurler à la 90e minute. Deux mondes, deux carrières, deux planètes. Mais aujourd'hui, fort heureusement, on ne parlera pas de rap ou de football. Non pas que les sujets ne soient pas intéressants, mais j'écoute assez peu de rap et en ce qui concerne le football, comment dire, je suis plus gaulé comme le ballon que comme un grand attaquant réputé. Donc, on va faire comme d'habitude et parler de fiscalité. Parce que s'il y a bien quelque chose qui, dans les ténèbres, nous lie, ce sont les impôts. En ce qui concerne nos deux amis, si différents en apparence, c'est un régime particulier, original et intéressant qui s'applique, et qu'on va voir aujourd'hui. Parce que, comment t'imposer quand tu chantes à Berlin le lundi, que tu joues à Madrid le jeudi, et que tu signes un contrat à Londres le week-end? Qui touche l'impôt? Et surtout, pourquoi a-t-on jugé qu'il fallait vous traiter différemment de tout le monde? Bienvenue dans ce qui doit être la case fiscale la plus exclusive du monde. Générique. Alors, qui récupère l'impôt de Jul et Mbappé quand ils passent leur vie entre trois pays? On y arrive, promis. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment j'ai préparé cette vidéo parce que ça tombe pile sur le sponsor du jour. Pour un sujet pareil, il a fallu s'enfiler des arrêts, des articles du CGI, des conventions OCDE et des lois de finances qui, parfois, se contredisent un peu. Bref, des PDF. Des tonnes de PDF. Des arrêts scannés de travers de la doctrine des années 80, photocopiés 18 fois et sur laquelle il est impossible de faire une recherche. Assez cauchemardesque, en somme. Et c'est exactement là qu'intervient UPDF, ou UPDF, je sais jamais, qui range tout ce bazar dans une interface claire et utilisable. D'abord, l'OCR. Tu prends ton vieux scan illisible et impossible à copier et hop, ça devient un vrai texte, cherchable, sélectionnable. Rien que ça sauve mais des heures et des heures. Ensuite, l'IA intégrée. Tu lui balances une décision de 60 pages, elle te sort un résumé, te repère les dates clés, te propose une première chronologie. Pour dégrossir un dossier, c'est redoutable. Mais attention, l'IA ne remplace jamais la vérification. Elle donne une piste, pas une vérité. Chaque info, tu la recoupes dans le texte source, et UPDF est bien fichu pour ça. Un clic et tu retombes sur la page d'origine. Une citation qu'on n'a pas vérifiée sur cette chaîne, ça n'existe pas. Et mon préféré pour la fiscalité, la comparaison de deux PDF. Tu poses un article du CGI avant et après une loi de finances, il te surligne tout ce qui a bougé. Fini de relire des textes ligne par ligne comme un moine copiste. Le reste en rafale, fusionner tes pièces, alléger un fichier trop lourd, caviarder ce qui doit rester confidentiel, protéger un document par mot de passe, des indispensables facilement accessibles. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Bénéficiez de 9 € de réduction sur UPDF Pro dès aujourd'hui. Et truc sympa, pour les étudiants et enseignants, ils ont 57% de réduction sur UPDF. Si vous achetez dès maintenant, vous pouvez même gagner une carte cadeau Amazon de 20 à 50 $. On va donc parler de fiscalité internationale. Déjà parce que j'adore ça, mais aussi et surtout parce que derrière chaque star qui traverse une frontière, il y a quelque part un fisc qui se réveille et qui sort la calculatrice. Et pour incarner tout ça sans accuser personne, parce que je tiens à ma tranquillité vis-à-vis des fans et du tribunal, on va inventer un personnage. Appelons-le, pour les besoins de cette vidéo, Jean-Michel. Superstar mondial, moitié rappeur, moitié attaquant, le genre de type qui sort un album le vendredi et qui dispute une finale le mardi. 200 millions d'abonnés, des sponsors partout et un comptable au bord des larmes. Toute ressemblance avec des personnes existantes serait, évidemment, une pure coïncidence pédagogique. Jean-Michel vient de finir une tournée mondiale doublée d'une saison à l'étranger. Son comptable pose une pile de contrats sur la table et lui demande une chose simple. Bon, dans quel pays on paye quoi? Et là, croyez-moi, c'est le début d'un très, très, très long week-end. Pour un résident fiscal français, c'est-à-dire quelqu'un qui a son lieu de séjour, ou son activité professionnelle, ou le centre de ses intérêts économiques en France, le principe est qu'il est imposé en France sur l'ensemble de ses revenus. C'est une méthode qui est largement diffusée. Dans le cas des situations transfrontalières, par exemple, quand vous travaillez à l'étranger, que vous y avez un appartement et que vous mettez en location, bref, quand vous ajoutez un autre pays à l'équation, alors là, on rentre dans la merveilleuse fiscalité internationale. Dans ces cas, il faut répartir le gâteau entre les États. Pour ça, il existe des traités entre les États, des conventions fiscales bilatérales, des accords bilatéraux, donc entre deux parties, qui disent « toi tu imposes ça, moi j'impose ça, et quand on impose tous les deux, on s'arrange comme ci comme ça ». Et le patron de presque tous ces traités, c'est le modèle de convention de l'OCDE. Petite parenthèse sur le modèle OCDE, parce que je suis pas sûr d'en avoir déjà parlé clairement. Le modèle de convention fiscale de l'OCDE, c'est un genre de patron, de gabarit. Les États ne réécrivent pas leur convention fiscale de zéro à chaque fois. Ils partent de ce modèle, ils recopient les articles, ils adaptent à la marge. Attention, le modèle n'est absolument pas obligatoire.
il est juste suivi dans les faits. Résultat, la plupart des conventions de la planète se ressemblent énormément, avec les mêmes numéros aux mêmes endroits. L'article 4, c'est la résidence, l'article 7, les bénéfices des entreprises, l'article 15, les salaires, l'article 17, c'est nos stars. Un patron de couture pour habiller la double imposition mondiale. Dans ce modèle, la logique est claire. Les revenus d'une activité indépendante ou d'un salaire suivent en principe la résidence ou le lieu de travail habituel. Jean-Michel, résident fiscal quelque part, devrait donc voir l'essentiel de ses revenus rattachés à ce quelque part. Sauf qu'avec une star internationale, ça coince. Et ça coince très fort. Le problème, c'est que Jean-Michel ne tient pas en place. Un concert ici, un match là, une pub ailleurs. Il génère des sommes colossales sur des sols qu'il ne fait que traverser. Si on appliquait bêtement la règle de la résidence, voilà ce qui se passerait. Le pays qui accueille le concert monte la scène, mobilise la police, encaisse les billets et ne voit pas un centime d'impôt sur le cachet. Parce que tout filerait dans l'état de résidence de l'artiste. Souvent un état, disons, fiscalement accueillant. Les rédacteurs des conventions ont vu le piège arriver. Alors ils ont créé une exception, et elle porte sur un numéro que tout fiscaliste connaît, l'article 17 du modèle OCDE. Son titre est sobre. Artiste et sportif. Ce qu'il dit est assez malin. Un artiste ou un sportif est imposable dans l'état où il se produit, pour les revenus tirés de cette prestation, même si, normalement, il n'y aurait pas été imposable. Vous chantez en France, la France peut imposer ce que vous y avez gagné, même si vous habitez à l'autre bout du monde. Vous marquez un but en Espagne, pareil. La performance crée l'impôt là où elle a lieu. Pourquoi ce traitement particulier ? Pour 3 raisons. Les revenus sont énormes, ils sont ultra mobiles, et ils sont d'une facilité déconcertante à planquer dans un pays peu gourmand fiscalement. L'article 17, c'est exactement la porte qu'on a installée pour empêcher ça. Première chose à retenir donc, si Jean-Michel performe dans un pays, ce pays peut l'imposer. Point. Mais c'est là que les ennuis commencent vraiment. Parce que là où il y a une règle, il y a toujours quelqu'un pour essayer de la contourner. Mais surtout, il y a des questions sur comment l'appliquer. Très bien, l'article 17 dit que la France peut imposer une prestation faite chez elle. Mais concrètement, comment on récupère l'argent d'une star qui repart en jet privé le lendemain matin et qu'on ne reverra peut-être jamais ? Réponse, on ne lui fait pas confiance. Pour payer toute seule, on prélève directement à la source. Pour les artistes, c'est le 182A bis du Code général des impôts. Toute somme versée, y compris les salaires, en contrepartie d'une prestation artistique fournie ou utilisée en France, à un artiste non résident, subit une retenue à la source de 15%. C'est l'organisateur, le producteur, celui qui paye, qui prélève et reverse au fisc. L'artiste touche le net. L'État a déjà sa part. Plutôt pratique. Petit détail qui a son importance et qui est typiquement le genre de truc qu'on adore en droit fiscal, cela vise les artistes du spectacle, chanteurs, musiciens, acteurs, chefs d'orchestre, mais pas les peintres ni les sculpteurs. Eux, le BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, les renvoie vers les règles des professions libérales. Pourquoi ? Parce qu'un peintre vend un objet, un tableau, alors qu'un chanteur vend une prestation, un moment. Et en droit fiscal, vendre une chose et vendre un instant, c'est pas du tout la même limonade. Pour les sportifs, le principe est le même, mais le texte change. C'est le 182B du CGI qui prend le relais. Même logique, même esprit, le non-résident qui vient se produire en France laisse une partie de sa rémunération à la source avant de repartir. Imaginons que Jean-Michel soit malin, ou plutôt que son entourage le soit. Plutôt que de toucher son cachet directement, en bon contribuable, il fait un petit détour. Il crée une société à lui qu'il contrôle, mais installée dans un coin du monde bien plus clément avec les fortunes. Et désormais, ce n'est plus Jean-Michel qui signe le contrat du concert, c'est sa société. Ce n'est plus Jean-Michel qui encaisse le cachet, c'est sa société. Lui, officiellement, il ne touche qu'un modeste salaire que la société veut bien lui verser généreusement. Le gros de l'argent, lui, dort tranquillement dans un pays où l'impôt est une rumeur lointaine. Sur le papier, magie. La star ne gagne presque rien. C'est la société qui s'enrichit. Et la société, elle, est domiciliée là où ça l'arrange. Ce montage a un nom, c'est la Rent a Star Company. L'idée est simple, presque enfantine. Vous logez votre talent dans une coquille à l'étranger. Vous facturez vos prestations depuis cette coquille et vous ne déclarez chez vous qu'un filet de salaire. Le reste est à l'abri. Pendant des années, des artistes et des sportifs ont fait exactement ça, au vu et au su de tout le monde, avec une certaine décontraction. Sauf qu'un État qui voit ses stars facturer leurs concerts depuis une boîte aux lettres exotique, ça finit toujours par l'agacer. Et la France, en la matière, a une assez longue mémoire. Face à ce petit jeu, le législateur français a sorti une arme. Elle s'appelle l'article 155A du Code général des impôts, et elle a été créée précisément pour casser le système de la Rent a Star Company. Le principe est redoutable. L'article 155A permet à l'administration de faire purement et simplement
Abstraction de la société écran. De faire comme si elle n'existait pas. Les sommes qu'elle a encaissées, on les réimpute directement à la vraie personne qui a fourni la prestation. La star est imposée comme si elle avait touché l'argent elle-même. Ce qui, soyons honnêtes, est exactement ce qui s'est passé. Pour que le mécanisme s'enclenche, il faut remplir au moins l'une des plusieurs conditions alternatives. Que la personne contrôle la société qui encaisse, ou que cette société n'ait pas de vraie activité industrielle ou commerciale en propre, ou qu'elle soit encore installée dans un état à fiscalité privilégiée. Autant dire que pour un montage Rent a Star classique, c'est coché d'avance. Et attention, le détail qui fait mal, en principe, le contribuable visé par l'article 155A ne peut même pas se réfugier derrière la convention fiscale signée avec le pays de la société. Le Conseil d'État l'a tranché. La logique du texte, c'est précisément de gommer la société interposée, donc le traité qui protège cette société ne sert à rien pour la star. La jurisprudence d'ailleurs se lit comme un petit musée de la variété française et internationale. On y croise par exemple Charles Aznavour qui a tenté de brandir la convention franco-suisse pour échapper à l'imposition, sans succès. Le 155A a, disons, une jolie collection de trophées. Bref, en France, le piège se referme proprement. Mais si vous croyez que la France est dure, attendez de voir ce qui se passe, notamment avec les Britanniques, voir ce qu'ils ont inventé. Parce que eux, ils ont franchi une frontière que personne n'ose vraiment franchir. C'est leur truc aux British, toujours pousser plus loin. Vous avez vu leur bouffe ? Ça n'a rien à voir, hein ? Mais quand même... La plupart des pays, quand une star vient performer chez eux, taxent ce qui est lié à cette performance. Les cachets, les primes, les gains du jour. Logique. Le Royaume-Uni, au travers de son administration fiscale, l'HMRC, His Majesty's Revenue and Customs, applique une règle beaucoup plus large. Les sportifs étrangers y sont imposés non seulement sur leurs gains britanniques, mais aussi sur une fraction de leurs revenus mondiaux, de sponsoring, calculée en fonction du nombre de jours d'activité passés au Royaume-Uni. Cette règle, nommée la UK Jock Tax, a été pas mal critiquée. Concrètement, si une star passe 10 jours à courir au Royaume-Uni, sur 100 jours de compétition dans l'année, le fisc britannique réclame sa part sur 10% de l'intégralité de ses contrats de sponsoring mondiaux, y compris les contrats signés à New York, payés en dollars, qui n'ont rien à voir avec l'Angleterre. C'est une logique qui donne le vertige. Et ça a donné lieu à une bataille judiciaire devenue un cas d'école absolu. Le héros de cette histoire, c'est André Agassi, le tennisman, l'homme à la perruque. Constatez cette flamboyance. Attendez, j'ai une idée. Je suis à la fois choqué, perdu et profondément heureux. Au cœur de l'affaire du tennisman, c'est contrat avec deux équipementiers, Nike et Head. Sauf qu'Agassi a fait les choses dans les règles du montage. Ces contrats étaient signés par la société, Agassi Enterprise Incorporation. Ni lui, ni Nike, ni Head étaient résidents au Royaume-Uni, et les paiements n'avaient même pas été effectués sur le sol britannique. L'argument d'Agassi tenait en une phrase. Tout le monde est étranger, l'argent ne passe pas par le Royaume-Uni, donc le fisc anglais n'a rien à réclamer. Imparable, sur le papier. L'affaire est montée jusqu'à la Chambre des Lords, à l'époque la plus haute juridiction britannique. Et en 2006, dans l'arrêt Agassi versus Robinson, les Lords ont tranché. Par 4 voix contre 1, ils ont donné tort à Agassi. Leur raisonnement ? La loi britannique n'a pas de limite territoriale implicite. En même temps, quand on a passé 3 siècles à considérer qu'un quart de la planète faisait un peu partie de chez soi, on finit par développer certains réflexes. Bref, du moment qu'une star tire un revenu de sponsoring lié à ses prestations au Royaume-Uni, ce revenu est imposable là-bas, peu importe que les sociétés signataires soient à l'autre bout du monde et que l'argent n'ait jamais vu Londres. L'enjeu immédiat n'était environ que de 27 500 livres pour André Agassi, mais le principe dégagé allait concerner des centaines de sportifs et d'artistes étrangers. Et c'est là que l'histoire devient franchement comique, parce qu'un impôt aussi vorace produit un effet pervers spectaculaire. Il fait fuir les stars qu'il prétend taxer. Le cas le plus célèbre, c'est Usain Bolt. L'homme le plus rapide de l'histoire a longtemps refusé, ouvertement, de courir au Royaume-Uni en dehors des grands événements protégés. Sa raison était limpide. Avec la taxation d'une part de ses contrats de sponsoring mondiaux, il pouvait payer au fisc britannique bien plus que ce que le meeting d'athlétisme allait lui rapporter. Venir courir 3 jours à Londres pouvait littéralement lui coûter de l'argent. Son argent résumait ça à peu près ainsi. C'est comme demander à quelqu'un de venir travailler en le faisant payer pour le privilège de travailler. Et Bolt n'était pas seul. Rafael Nadal a renoncé à un tournoi de préparation à Wimbledon pour les mêmes raisons, filant s'entraîner ailleurs. Et selon Michel Platini lui-même, si la finale de la Ligue des Champions 2010 n'a pas eu lieu à Wembley, la raison tenait en un mot. Les impôts. Résultat, le Royaume-Uni s'est retrouvé à devoir distribuer des dérogations sur mesure pour récupérer ses propres grands événements. Exonération pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012, exonération pour la finale de la Ligue des Champions à Wembley en 2013,
Exonération pour les Jeux du Commonwealth à Glasgow en 2014. Exonération ponctuelle pour attirer un meeting d'athlétisme. À chaque grand rendez-vous, le même rituel. Promis, cette fois on touche pas à vos sponsors. L'État qui voulait tout taxer s'est retrouvé à devoir tout exonérer, au cas par cas, pour pas se retrouver avec des stades vides et des stars qui s'entraînent en Allemagne. Il y a dans cette histoire une morale fiscale presque parfaite. Alors les artistes, les sportifs, des privilégiés fiscaux ? Pas vraiment. Disons plutôt qu'ils vivent dans une catégorie à part, une catégorie taillée exprès pour eux, à cheval entre tous les pays où ils brillent, et surveillée de près par tous les fiscs de la planète. Pour résumer le parcours de notre ami Jean-Michel, il y a une règle de base, la résidence, qui voudrait qu'on l'impose là où il vit. Il y a une exception mondiale, l'article 17 du modèle OCDE, qui permet de l'imposer là où il performe. Il y a un montage classique, la Rent-A-Star Company, pour faire transiter l'argent par une coquille étrangère. Il y a une arme française, l'article 155A, qui crève cette coquille et réimpose la star directement. Et il y a, à l'étrange frontière britannique, une logique qui va jusqu'à taxer ce que la star gagne ailleurs, au point de la faire fuir. Le point commun entre Jul et Mbappé, donc, ce n'est pas seulement la gloire, les stades pleins et les comptes en banque qui font rêver. C'est cette petite ligne dans à peu près tous les traités fiscaux du monde qui dit « les artistes et les sportifs, c'est pas pareil ». Deux métiers que tout sépare réunis par un seul article. Si c'est pas la plus belle preuve que le droit fiscal touche absolument tout, je sais pas ce qu'il vous faut. En attendant, nous, on a pas mal parlé de sport ces derniers temps, on devrait pas y revenir avant un moment, et ça m'arrange. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, comme toujours les sources sont disponibles en description via le lien Zotero. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et pensez à activer la cloche pour être tenu au courant des publications. Pensez à commenter et liker pour que je puisse voir vos retours et améliorer les futures vidéos, mais aussi pour que YouTube puisse remarquer la chaîne. Comme toujours, paix, amour, mais surtout droit fiscal, la bise.